Émission spéciale Réserve fédérale des États-Unis, ce mercredi 20 mars. L'information décisive à bien comprendre et à suivre pour la tendance des actions et des obligations. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, semaine qui voit la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, dévoiler une nouvelle décision de politique monétaire. Alors non, ne vous inquiétez pas, son taux principal à 5,50, le taux des Fed Funds, ne va pas bouger. Non, cette décision de politique monétaire n'est pas décisive par rapport à ce qu'on attend sur le cycle des taux d'intérêt, mais par rapport à une information bien précise qui va venir calibrer, qui va venir peut-être renverser ou entretenir, développer davantage ce que propose le marché action et ce que propose le marché obligataire depuis le mois d'octobre 2023. Alors, ayez bien conscience d'une chose. Tout ce qu'a développé le S&P 500, tout ce qu'ont développé les obligations depuis plusieurs mois, ne repose que sur quasiment une donnée. La perspective de voir la Réserve fédérale des États-Unis, qui a interrompu en 2023 son cycle de resserrement monétaire en atteignant 5,50. C'est beaucoup 5,50, lorsqu'on a été à zéro pendant des années. Bon. Le marché attend le pivot. Le marché n'a cessé de se projeter que sur le pivot. C'est-à-dire, on ne monte plus les taux, mais on engage une tendance baissière. Alors non, la Fed ne va pas, croyez-moi, baisser ses taux ce mercredi 20 mars. Le consensus est davantage autour de juin. Mais, ce mercredi 20 mars, elle va non seulement donner une conférence de presse avec Jérôme Powell, qui choisira son verbe, ses mots, pour faire comprendre, faire passer un message à la haute finance, mais surtout, la Fed va mettre à jour ses projections macroéconomiques en matière d'emploi, en matière d'inflation. Or, vous le savez, si vous suivez mon émission chaque lundi, Top Gun, et même le Fast and Forex le mercredi, depuis janvier, les chiffres de l'inflation sont ressortis un peu au-dessus des attentes, faisant craindre potentiellement une seconde vague, ou peut-être quelque chose de provisoire. Le marché attend de savoir qu'est-ce que la Fed en pense, car elle ne s'est pas exprimée sur le sujet. Depuis décembre, la Fed n'a pas mis à jour ses anticipations macroéconomiques. Le taux de chômage américain, qui est à 3,9% de la population active, qui a fortement augmenté, est tout proche du seuil d'alerte de la Fed, à 4,1. Ça se joue là-dessus. Sachant que le marché du travail, sa santé permet de se projeter sur les perspectives de bénéfices des entreprises. Et l'inflation, c'est le cycle des taux d'intérêt de la Fed. Mais la Fed regarde les deux métriques. Alors, que faut-il parmi tout ce que la Fed va mettre à jour ce mercredi? Il y a une donnée. Donc, dans cette vidéo, je vous montre déjà comment vous informer mercredi. Je vous explique ensuite la seule chose qu'il faudra regarder. Et ensuite, on fait l'analyse technique des indices US. Beaucoup me posent la question, Vincent. Oui, c'est moi, Vincent. On gagne pour vous servir, messieurs, dames. Bon. Quand est-ce que cette inertie haussière va se terminer? Quand bien même le marché prend des profits à court terme, la question qu'il me pose, c'est le mouvement de fond. Eh bien, moi qui suis avant tout un analyste chartiste, je vais, dans cette vidéo, insister sur la portée des graphiques de long terme, la force de la représentation graphique en données mensuelles. Et j'espère vous convaincre que l'horizon de temps mensuel attrape tous les débuts de marché, de bull market, et attrape toutes les fins. Vous allez voir, même quand on ne croit pas à l'analyse technique, on peut ne pas y croire à court terme. Mais la vue long terme est juste fantastique. Le mix qui consiste à combiner l'horizon de temps hebdomadaire avec l'horizon de temps mensuel sur toutes les classes d'actifs. Ça m'a donné le point bas du Bitcoin, ça m'a donné le point bas de l'euro-dollar, ça m'a donné tous les creux saillants et sommets saillants des indices boursiers, pareil sur le pétrole, pareil sur l'or. Et bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudra suivre sur le graphique de long terme du S&P 500 pour envisager la fin de toute cette tendance en place depuis quelques mois. Donc c'est parti, mes amis, on attaque. Car nous avons donc un gros programme. Et donc, Réserve fédérale, l'information décisive. J'aurais dû mettre un D majuscule à décisive, à suivre le mercredi 20 mars pour les actions et les obligations.
Alors, que s'ouvre la séance et qu'apparaisse le plan, abracadabra. Le plan est sous vos yeux. Donc, je vous l'ai déjà détaillé, ce plan, et je vous propose d'attaquer directement le vif du sujet. Fed, l'information la plus importante à suivre ce mercredi 20 mars. Alors, la Fed va mettre à jour beaucoup de données ce mercredi. Elle ne met pas systématiquement à jour ses prévisions macroéconomiques. Elle le fait une décision sur deux. Donc là, c'est la première fois qu'elle le fait cette année. Et ça tombe bien parce que depuis janvier, des statistiques macroéconomiques sont venues jeter le trouble, semer le doute dans cette petite tête, dans cette petite caboche des institutionnels. Je ne suis pas institutionnel, moi je suis comme vous, investisseur particulier. Notamment le rebond en données mensuelles de l'inflation sous-jacente, que ce soit le CPI ou le PCE, ou même le PPI, qui a été mis à jour la semaine dernière. Alors, moi, ce que je vais vous démontrer, c'est que sur l'inflation, il n'y a pas de stress. Vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, revenons à nos moutons. Alors, que faut-il? L'information la plus importante à suivre ce 20 mars, vous allez voir, c'est vraiment, ça va vous faciliter la tâche. Alors, la Réserve fédérale dévoile donc une décision de politique monétaire ce mercredi 20 mars, alors qu'elle a interrompu son cycle de resserrement monétaire en 2023 en atteignant un taux de 5,50. Regardez s'il vous plaît en haut à droite du slide, et la petite souris bouge ici, il faudrait que je mette un pointeur un peu plus lumineux. Là, je vous ai mis tout le cycle des taux d'intérêt de la Fed quand même depuis 40 ans. Donc régulièrement, vous avez un cycle baissier, pivot, cycle haussier, pivot, cycle baissier, pivot, etc., etc. Et là, vous constatez comme moi que depuis plusieurs mois, le taux de la Fed est à plat à 5,50, et ce que vous avez observé sur le S&P 500 depuis maintenant octobre 2023, cette énorme phase-là, est basée sur le fait que le marché anticipe ça. Pivot. En fait, le marché attend ça. Exactement ici. Comme ce qu'on avait fait. Donc voilà. Au moins un retour à 2,5. Là, vous avez... Alors, pour la décision de politique monétaire de ce mercredi 20 mars, à quasiment 99%, la Fed ne va pas toucher son taux. Idem pour le 1er mai. Il y a débat sur le 12 juin. Et c'est justement là que tout se joue. Le 12 juin. Le marché a cette conviction. 12 juin ou dans le courant de l'été. D'ailleurs, c'est la même chose qu'il s'agisse de la Réserve fédérale des États-Unis ou de la Banque centrale européenne. Ce mercredi 20 mars, Jérôme Powell va donner la réponse à travers plusieurs mises à jour. Donc je vous explique tout de suite celle qu'il faut regarder. Alors, voilà, donc ça je vous ai expliqué, vous pouvez lire, je ne mets pas forcément tout en voix. Ce mercredi 20 mars, la Fed ne va pas vivoter, c'est une quasi-certitude. Alors, pourquoi cette réunion monétaire est malgré tout très importante? Elle l'est parce que ça fait plaisir qu'elle le soit, mais tout d'abord, le marché action a développé une inertie haussière impressionnante, qui pourrait se dégonfler comme une bulle spéculative si le pivot de la Fed n'intervenait pas ce printemps, comme anticipé, à hauteur de 57% de probabilité pour la réunion du mercredi 12 juin, comme vous pouvez le constater sur le tableau qui se trouve en bas à droite et qui représente l'outil CME Fed Watch Tool. Alors, que faut-il mettre sous très, très haute surveillance pour la Fed ce mercredi 20 mars? Naturellement, la conférence de presse de Jérôme Powell sera un temps fort. Ses mots, son verbe, vont permettre d'évaluer la confiance de la Fed dans le processus actuel de désinflation. Soyez certains que la langue, le français, les adjectifs qui vont être choisis, les verbes qui vont être employés, le ton peut-être, même parfois, les journalistes spécialisés, les asset managers, la haute finance, tout le monde interprète ça. Quelqu'un disait, son nom m'échappe, que le verbe est le premier instrument de politique monétaire. Donc oui, la conférence de Powell va compter, mais c'est pas ça l'information la plus décisive. Non, c'est pas ça. Je vous la donne dans une minute, fini le suspense, et je vous montre où il faudra aller la chercher. Et ensuite, bien sûr, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Alors, bon, mais naturellement que la conférence de presse de Powell sera quand même importante à suivre. Le marché va surtout scruter la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed en matière d'inflation PCE et en matière de taux de chômage, et in fine,
c'est la mise à jour, et je vous donne la réponse et je vous montre où vous trouvez ça. Regardez en bas à gauche. In fine, c'est la mise à jour du Federal Funds Rate Forecast, admirez l'accent, qui sera le facteur fondamental dominant de ce mercredi soir. En fait, la Fed va mettre à jour un tableau dans lequel elle va donner ses nouvelles anticipations en matière d'inflation. Alors on verra si elle s'inquiète du rebond récent de l'inflation en mensuel. Parce qu'en rythme annuel, ça baisse encore, l'inflation sous-jacente. Mais surtout, dans son tableau, la Fed, elle nous dit le nombre de baisses de taux qu'elle envisage. Et en décembre dernier, elle avait dit 3 à 4. Donc là, il n'en reste plus tant que ça d'ici la fin d'année. Si elle maintient 3 à 4, ça veut dire que oui, on va se dire que le 12 juin, elle va effectivement pivoter. Si jamais ça devait baisser, le marché va stresser. Donc c'est ce qui sera archi décisif. Comment ça se passe ? Le mercredi 20 mars, vous pouvez vous rendre directement sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez l'URL ici, c'est pas bien compliqué. Vous tapez federalreserve.gov et ensuite vous allez dans la section Monetary Policy et vous avez donc l'agenda. Le 20 mars, vous voyez cette ligne ici, à 19h pétante. Parce que nous ne sommes pas encore passés à l'heure d'été, alors que les États-Unis le sont déjà passés. Donc pendant 3 semaines, il n'y a que 5 heures de décalage horaire. À 19h pétante, regardez bien cette ligne. Vous pourrez faire F5 sur votre clavier. Et plein de données vont apparaître ici. Notamment, ce tableau. Regardez bien ce tableau. Ce tableau va apparaître. C'est ça qui est décisif. Mais dans ce tableau, une seule ligne l'est vraiment. Je vous montre. La ligne qui sera décisive, c'est celle-là. En décembre, la ligne qui sera décisive, c'est celle-là. En décembre dernier, la Fed nous indiquait que pour 2024, il y aurait 3-4 baisses de taux, qu'elle passerait de 5,5 à 4,6. Cette case-là, c'est cette case-là qui, si elle devait réaugmenter, si la Fed n'indique plus 4,6, je ne sais pas, 4,9, 5,1, le marché va extrêmement mal réagir. Ça veut dire que la Fed pense qu'il y a un vrai risque de seconde vague d'inflation et qu'elle ne peut pas se permettre de baisser ses taux peut-être avant l'automne. Et là, le marché action n'aimera pas. Et là, les obligations n'aimeront pas non plus, parce que les taux d'intérêt du marché vont remonter. Et d'ailleurs, sur le plan technique, je vais vous en dire un mot, ils sont à la croisée des chemins sur l'horizon de temps hebdomadaire. Donc, tout va se jouer cette semaine. Je vous remonte le tableau quand même, il y aura donc la mise à jour des anticipations d'inflation corps, et la Fed envisageait 2,4. On est à 2,8 actuellement. Est-ce qu'elle va maintenir sa confiance en 2,4 ? Et là, le taux de chômage, c'est hyper touchy, les amis. La Fed, elle envisageait 3,8 en 2023 et maximum 4,1 en 2024. Et sur le long terme, regardez, 4,1 maximum pour the longer run. Sauf que le dernier rapport NFP a montré un taux de chômage à 3,9. Alors, quel impact sur les actions ? À la fois, si le chômage dépasse le seuil d'alerte de la Fed, j'arrive avec plus de détails sur ça. C'est bon pour les actions dans le sens où ça accélérerait le pivot, mais en même temps, si le chômage s'envole trop, c'est pas bon pour les actions. Car si les entreprises commencent à dégraisser le mammouth, c'est que les perspectives de bénéfices sont venues en baisse, que les perspectives de chiffre d'affaires sont venues en baisse. Moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices égale baisse du prix des actions. Surtout lorsqu'on a connu sur certains secteurs quand même une mini-bulle spéculative. Certains parleraient de la... Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça dans les commentaires. Après la bulle spéculative des taux zéro à l'époque, nous serions dans la bulle spéculative de l'intelligence artificielle. Bon, sauf que ça fait du pognon jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence artificielle. Mais bon, pour certains, en termes de rythme de marché, en termes de verticalité de la hausse, cela aurait les caractéristiques d'une bulle spéculative. Donc voilà, je vous ai montré ce qu'il y a de décisif à suivre ce mercredi 20 mars. Maintenant, travaillons un peu. Un pivot de la Fed le mercredi 12 juin.
Donc là, le 20 mars c'est passé. Un pivot de la Fed le mercredi 12 juin est-il fondamentalement crédible au regard des statistiques qui sont actuellement à notre disposition? Il y a deux parties. Tout d'abord, est-ce crédible du point de vue de la désinflation? Et deuxième partie, est-ce crédible du point de vue du marché du travail? Moi, sur la désinflation, je sais que vous allez souvent lire le contraire dans la presse spécialisée, et j'ai pas d'inquiétude. Je vais vous refaire la démonstration du fait que si récemment, l'inflation selon le CPI, la Fed regarde surtout le PCE, mais quand même le CPI sert à quelque chose. L'inflation CPI core, elle est à 3,8. C'est vrai que c'est beaucoup 3,8, c'est beaucoup trop. Le PCE est à 2,8. Bon. Le CPI core est à 3,8. La Fed vise 2. Sauf que dans le CPI, il y a 40% d'immobilier. Et ces 40% d'immobilier sont à 5,7. Sauf que dans le calcul du CPI, les données immobilières sont en retard, car ça prend en compte les anciens contrats de location. Or, si vous utilisez des indices, des indicateurs en temps réel, basés sur les prix que remontent par exemple les gros sites internet d'agences immobilières, les loyers sont en baisse. Ça nous garantit que d'ici fin 2024, cette contribution de 40% de l'immobilier dans le CPI à 5,7 va retomber à 2 ou 3. Et je vais donc vous présenter, vous connaissez le CPI sous-jacent, le PCE sous-jacent, ou le PCE core, ou le CPI core. C'est ça que regarde la Fed. Est-ce que vous connaissez le super core CPI? Vous ne connaissez pas? Le super core CPI et le super core PCE, eh bien, ils excluent l'immobilier. Eh bien, c'est déjà à 2, 2,5. Alors, comme on sait qu'en plus l'immobilier, parce qu'on regarde là les données en temps réel, ça va revenir à 2, 3, à horizon fin 2024, il n'y a pas de stress sur l'inflation. Sauf si Troisième Guerre mondiale, sauf si le pétrole remonte à $120, sauf, je suis d'accord, si l'Ukraine, la Russie, le Moyen-Orient, Taïwan, la Terre entière, l'univers, la planète Mars, si l'humain est suffisamment con, permettez-moi de parler comme ça, pour vouloir se faire la guerre à tout va, mettons à la poubelle ce PowerPoint. Mais je n'en tiens pas compte là. Alors oui, bien sûr, après il y a tout ce qui se passe en mer Rouge, il y a l'envolée du fret maritime. Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé là récemment dans les indices d'inflation mensuels, ça a été en grande partie cette histoire de fret maritime. Bon allez. Alors, donc un petit récap. J'arrête un peu de... Je vous mets quand même des infos un peu. J'ai quand même un peu bossé. Donc voilà, ça c'est... Alors oui, l'objectif de désinflation à 2% sera atteint à mon humble avis, encore une fois. Et très humble, hein, j'insiste, en décembre 2024. On va regarder tout ce qui concerne l'inflation. Vous avez à gauche des informations qui apparaissent à l'écrit. Si vous souhaitez les lire, je vous en prie. Moi, je vais exprimer ça à l'oral d'une manière différente et vous montrer d'autres illustrations, car je tiens à argumenter. Le PCE, c'est ce que regarde d'abord la Fed. Vous voyez, c'est cette ligne. Non, c'est ce que j'ai fait là, n'importe quoi, vite. C'est cette première ligne, vous voyez la souris. Hein. Bon. 2,4, 2,8. Me direz-vous, c'est pas si loin. Ouais, 2,8, c'est pas si loin. 2,8, effectivement, c'est pas si loin. Alors pourquoi le marché s'est un peu stressé? Parce qu'en rythme mensuel, il y a eu un rebond, et donc on se demande si on va pas revenir au rythme d'avant qui était en faveur d'une seconde vague d'inflation. On verra lors de la mise à jour du prochain PCE. Maintenant, c'est ça qui a créé du stress. Le CPI, il est ressorti à 3,8 en version sous-jacente. Alors, je vous rassure, il est ressorti à 3,8 en version sous-jacente, il est toujours en baisse. Voilà, 3,8 c'est là. Donc là, c'est toujours baissier. Mais quand même, 3,8 c'est beaucoup pour pivoter. Eh oui, c'est trop. Alors, pourquoi? Regardez la contribution du logement. Le logement est à 5,7. C'est trop. Alors qu'avant la crise sanitaire, c'était entre 3 et 3,5. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, cette courbe ici à 5,7, elle tient compte des contrats de location en cours, souvent anciens. Or, si l'on tient compte uniquement des contrats de location, des nouveaux contrats de location, qui sont là, scellés aujourd'hui, et donc ça nous permet de nous projeter sur l'indice d'inflation dans quelques mois, c'est déjà revenu au monde d'avant. Je vous montre ça. Voilà. Vous avez ici, en jaune et en bleu, l'indice, l'inflation immobilière officielle dans le CPI et le PCE. Et là, vous avez la réalité des loyers en temps réel.
basé sur ce qui est observé sur les gros agences immobilières. Bien regardez, c'est toujours en avance, celui-là il lag, et on est revenu exactement, même plus bas qu'avant l'inflation de la crise sanitaire. Donc ça nous garantit que d'ici fin d'année, la composante logement va revenir à son point de départ. Or, dans le CPI, regardez, c'est quoi le logement ? 42%. Donc, ce 3,8, en fait, on s'en fout. Et donc, c'est pour ça que laissez-moi vous présenter le Supercore CPI, et ça, il y a de la valeur ajoutée dans la vidéo. Le Supercore PCI ou Core CPI, qui exclut, certes, l'alimentation, le pétrole, parce que c'est volatile, mais qui exclut aussi le logement. Sachant que je viens de vous montrer que le logement, on sait que d'ici la fin d'année, ça va se normaliser. Eh bien, il est à combien ? Il est à 2,5. 2,4. On y est presque à la cible de la Fed. Vous trouverez sur Trading Economics. Il s'appellera, je ne sais plus s'il s'appelle Core ou Supercore. Mais c'est c'est Core PCI, je crois, de mémoire. Donc, pas de stress, sauf, si bien sûr... et d'ailleurs, lorsque je suis même, regardez un peu comme je m'embête, je suis même allé voir en détail chacune des composantes en rythme mensuel. Et effectivement, Shelter, il y a eu de la surchauffe. Mais c'est ça qu'on attend en baisse, en fait, ces prochains mois. Bon, après, il ne faudrait pas que tout le reste se remette à s'envoler. Forcément, là, dans ces cas-là, voilà. Donc ça part du principe que c'est une analyse qui part du principe que les autres vont conserver leur dynamique de repli. Sachant que les autres composantes, regardez, les autres composantes, on va prendre appareil, on va prendre les nouveaux véhicules, bon, c'est quand même des belles courbes baissières. Alors, celle-là est revenue, elle est passée sous zéro, elle remonte, elle reprend son rythme d'avant. Là, il y a quand même un stress sur les services, à 5,2, mais la pente reste négative. Mais ça va prendre encore un peu de temps. Maintenant, est-ce que la Fed peut vraiment pivoter en juin prochain en tenant compte des informations sur le marché du travail ? Alors là, il y a quelque chose qui se passe. Comme vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer à plusieurs reprises. Il existe un seul chiffre. Il y a un seul et un unique agrégat économique qui est en mesure de forcer la Fed à se dépêcher de baisser ses taux, quand bien même cette fameuse inflation sous-jacente ne serait pas revenue à 2%. Ou quand bien même la Fed n'aurait pas encore tout à fait... Parce que la Fed, elle ne parle pas de revenir à 2 et de pivoter. Elle parle d'avoir confiance dans une trajectoire qui irait à 2, mais du coup, elle pivoterait avant 2. Eh bien, le seul agrégat qui peut venir bouleverser tout ça, accélérer ou pas, c'est le marché du travail. La Fed n'a qu'une seule angoisse. C'est que plus elle maintient élevés ses taux d'intérêt dans la durée, plus cela représente un risque pour les entreprises qui vont avoir besoin de se refinancer. Et nous savons que 2024 et 2025 sont 2 grosses années où les dettes arrivent à maturité. Et donc derrière, il y a un nouveau crédit qui est fait, mais à des conditions qui ne sont plus les conditions d'avant 2020. Et si le taux de chômage devait commencer à s'envoler, c'est que déjà certaines entreprises commencent à être sous pression des nouvelles conditions de financement. Et récemment, le rapport NFP aux États-Unis qui a été mis à jour, qui est le rapport mensuel sur le marché du travail américain, nous a montré un taux de chômage en hausse. Alors là, ça va être quelque chose à surveiller. Ça va être très important. J'ai hâte de savoir comment la Réserve fédérale va interpréter ça le mercredi 20 mars. À savoir donc, regardez le taux de chômage aux États-Unis en pourcentage de la population active qui est monté à 3,9%. Et là, vous avez, donc c'est le taux de chômage U3. Et en bas, vous avez le taux de chômage U6, qui est le taux de chômage, mais qui inclut les personnes mal employées, marginales, découragées. Bon, c'est quand même 7,3. La tendance n'est pas bonne. Vous avez les effets du resserrement monétaire, là. Et comme je vous le rappelle, la Fed, à long terme, elle ne tolère pas que le taux de chômage dépasse 4,1. C'est la Fed qui le dit. Je suis sur le tableau
des objectifs macroéconomiques de la Fed. Voilà, donc il faudra surveiller tout ça. Il faudra surveiller tout ça ce mercredi 20 mars. Alors S&P 500, je sais quand l'inertie haussière sera terminée. Alors bien sûr, le je sais, c'est pour rigoler, hein, je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas un analyste égocentrique. Hein, il faut être honnête avec soi-même dans la vie, et puis à un moment ou à un autre, il faut savoir dégonfler les chevilles. Non, bref, bon. Mais quand même, moi je viens de la maison chartiste. Je suis avant tout un analyste technique. Même si je blablate beaucoup sur les fondamentaux. Car au sein des analystes techniques, il y a deux écoles. La première école pense que l'analyse du prix se suffit à elle-même, et que perdre du temps à regarder les fondamentaux, ça bouleverse la vue technique. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Je ne suis pas du tout un analyste exclusif. Pas du tout. Donc j'ai ma méthodologie qui associe les deux. En revanche, par expérience, rien ne vaut les enseignements d'un bon graphique de long terme. Même toutes les méthodes de valorisation fondamentale, financière, boursière, ce que vous voulez. Rien ne vaut un bon graphique de long terme pour choper les débuts de cycles de plusieurs mois, voire années, et les fins. Ça vous intéresse peut-être de savoir, du coup, quel est le message du graphique de long terme du S&P 500, avec l'approche prix-momentum. Eh bien, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous montre ça de suite. Reprenons le S&P 500 en données mensuelles. Ne tenez pas compte de cette vue, ça, rappelez-vous, hein, je vous ai fait les décomptes. Là, je ne reparle pas des décomptes, je vous ai déjà tout expliqué. Concentrez-vous sur le graphique prix-momentum. Le prix est représenté ici par les bougies japonaises en données mensuelles. Alors, je peux me mettre en échelle logarithmique. Hein. Sur cet horizon de temps, mieux vaut faire ça. Et là, vous avez le RSI. Regardez bien. Toutes les fins de bull market en mensuel. Toutes les fins de bull market, j'ai même oublié celle-là, en prenant le RSI mensuel, ont été indiquées à un stade précoce. Par quoi? Non seulement un RSI mensuel en surachat, c'est-à-dire au-dessus de 70, mais toutes les fins de bull market. Regardez ici, en 99-2000, divergence baissière. 2006-2007, divergence baissière, le crack. Ici, il y a eu un range, divergence baissière d'abord. Ici, il y a eu un gros range, divergence baissière d'abord. Là, c'était la crise sanitaire. Non, là, c'était la crise sanitaire. Non, c'était ici, pardon, la crise sanitaire. Là, c'était avant le bear market de 2022. Divergence baissière mensuelle. Toutes les phases, toutes les fins d'inertie haussière en analyse technique, sur un graphique en monthly, une bougie, un mois, ont été indiquées d'abord par un momentum en surachat et une divergence. Et là, nous approchons de la zone de surachat, mais nous n'y sommes pas. C'est donc une alerte orange. Et je me dis que cette inertie haussière se terminera sur le plan technique. En tout cas, moi, je tirerai la sonnette d'alarme quand il y aura un surachat, ici, et une belle divergence sur l'horizon de temps mensuel. C'est un horizon de temps qui est vraiment percutant. Allez, je vous termine par ce qui, sur le plan technique, devra être mis sous très haute surveillance, très haute surveillance, pour cette décision de politique monétaire du mercredi 20 mars. Ce sont, vous l'avez compris, les taux d'intérêt du marché, car au final, c'est la façon dont les taux d'intérêt du marché vont réagir que nous allons comprendre comment la Fed perçoit les choses et comment la haute finance perçoit le discours de la Fed. Et ça tombe bien, puisqu'il y a deux taux d'intérêt à surveiller, qui est donc le rendement obligataire américain à 2 ans et le rendement obligataire américain à 10 ans. En données hebdomadaires, donc ces taux ont chuté depuis octobre dernier, puis il y a eu un rebond, et là on s'est mis à plat, on est en latéralisation. C'est vraiment une zone d'importance. Et alors, parmi ces deux taux, lequel il faut vraiment surtout surveiller, c'est le taux à 2 ans. Le taux obligataire à 2 ans, sur lequel vous pouvez faire l'analyse technique, c'est celui qui représente le mieux les perspectives de politique monétaire, donc du cycle des taux d'intérêt de la Fed. Alors justement, on va commencer par le rendement obligataire américain à 2 ans. Regardez comme c'est intéressant. Vous êtes là donc en données hebdomadaires et j'y applique les enseignements du système Ishimoku. On a eu des précédentes phases haussières bien guidées et par le nuage, Tenkan-Kijun, et systématiquement, lorsqu'on croisait par le bas, c'était fini. Et puis on a eu la phase baissière, les taux zéro du Covid, et nous sommes ressortis par le haut du nuage, phase haussière. Et là, le marché a testé à plusieurs fois le nuage,
Et là, il est à l'intérieur. Il est prisonnier, il est dans la neutralité. Ce qui serait, vous savez, le jour où le marché aura la conviction, le jour où le marché aura la conviction forte que la Fed va pivoter, on sortira par le bas du nuage. Mais tant qu'on est ici, à l'intérieur, c'est neutre. C'est qu'il y a de l'incertitude sur l'inflation. Et alors, si on a une seconde vague d'inflation, on va remonter ici. Mais là, on est vraiment dans un entre-deux. Et Tenkan, Ishimoku et Kijun et le nuage permettent vraiment de définir cette zone de neutralité. Même la lagging span qui est prisonnière entre Kijun et Tenkan. Une zone de neutralité en fait qui est entre 4,40 et 4,90 sur le plan chartiste. Donc, cette semaine, c'est ça qu'il faut surveiller. Après la Fed, qu'est-ce que va faire le taux à 2 ans? Si vous avez un vrai signal bear, si on sort par le bas, ça va être bien pour les actifs risqués, boule pour les obligations, boule pour les actions. Peut-être que la Fed bottera en touche, ce sera neutre. Par contre, si on sort par le haut, là, c'est-à-dire que la Fed n'a vraiment pas confiance dans la désinflation, les obligations, les actions vont retracer davantage, vont corriger. C'est le proxy à mettre sous très haute surveillance pour cette décision de politique monétaire de ce mercredi 20 mars. Voilà, chers amis, pour résumer, ce mercredi 20 mars, la Fed ne va pas baisser ses taux. Vous avez 2 informations décisives à suivre pour bien comprendre l'impact que cela va avoir en avril sur le marché action et le marché obligataire, à savoir donc la mise à jour des projections en matière de taux de la Fed par la Fed, dans la dernière ligne du tableau que je vous ai montré, et la réaction technique sur le taux d'intérêt obligataire à 2 ans, qui est à la croisée des chemins. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi en tout cas oui, comme d'habitude. Et puis je vous remercie encore une fois vraiment pour votre fidélité, le fait que vous soyez présents chaque lundi. Toujours, certains me mettent un petit like, ça fait toujours plaisir. Et les autres, je les aime aussi. Et puis à mercredi pour le Fast and Forex. Salut.